Bienvenue pour ce nouvel entretien. Cette fois, on accueille une star des plateaux télé, on accueille mon ami Pierre Licia. Pierre, merci d'être ici avec nous, de te prêter au jeu de ces entretiens pour que celles et ceux qui nous regardent découvrent qui sont les élus, les 102 élus du groupe Île-de-France Rassemblés qui composent la majorité régionale. Aujourd'hui, tu mènes un certain nombre de combats, notamment un combat contre le crack. On t'entend beaucoup sur les plateaux télé, c'est un combat que tu mènes avec passion. Tu étais encore avec les habitants de Paris l'autre jour pour dénoncer l'abandon total dans lequel sont laissés un certain nombre de quartiers. C'est quoi ton ressenti sur ça ? Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes poignantes ? Parce que contrairement à des élus qui se contentent d'aller dénoncer la situation sur des plateaux télé, toi tu vas sur place, tu vas jusqu'à rencontrer les habitants qui vivent au-dessus des dealers, notamment je pense au parc Éole. Mais plus que d'aller sur place, j'y vis. Donc j'ai pas besoin d'aller sur place, j'ai pas besoin d'être sur le terrain parce que j'y vis. Je demande pas aux élus de venir vivre ce que c'est que d'être riverain d'Éole aujourd'hui. Je demande simplement aux élus, et en tout cas à ceux qui sont décisionnaires, de prendre en considération toute la détresse, tout le désespoir qu'il y a dans ce quartier-là. T'es maire d'une ville pas trop éloignée de Paris, avec des problématiques certes très différentes, mais aucun maire de France aujourd'hui n'accepterait de voir un bout de sa ville, un bout de son territoire, une partie de ses administrés sombrer comme ça, on ne laisserait pas tomber. Dans une situation comme ça, sans s'en émouvoir à minima, sans avoir un minimum d'empathie. Et en fait, ce que je reproche le plus, c'est ce manque d'empathie de la ville de Paris à l'égard non seulement des toxicomanes qui sont en grande détresse, en grande précarité, en danger pour eux-mêmes et qui mettent en danger les autres, mais aussi à l'égard des riverains. À un moment, on n'est pas des sous-parisiens. Et donc c'est pour ça que ce combat-là, c'est le mien, c'est celui de mon quartier, c'est celui de mon arrondissement. Mais je pense que c'est un combat aussi pour l'honneur à la fois de Paris, mais Paris étant capitale de la France, pour l'honneur de la France aussi. Si tu étais maire de Paris, si tu étais à la place de Madame Hidalgo, qu'est-ce que tu changerais ? Qu'est-ce que tu ferais différemment ? Tout. Vraiment. Aujourd'hui, c'est l'idéologie qui gouverne la ville de Paris. C'est l'idéologie. Que ce soit en matière d'environnement, en matière d'urbanisation, en matière de circulation, en matière de sécurité, en matière de lutte contre la précarité, en matière de logement, je ne sais pas si je l'ai évoqué, en matière de crack, bien évidemment. Tout est géré sous un prisme idéologique qui est en réalité une impasse. Et aujourd'hui, le résultat, c'est quoi ? Le résultat, c'est que la dette de la ville explose, c'est qu'on ne vit pas mieux à Paris, c'est que Paris est le seul département urbain où on ferme des classes. Paris est le seul département d'Île-de-France qui perd des habitants, contrairement à tous les autres qui en gagnent et à l'Île-de-France qui en gagne. Paris est la seule métropole française et même européenne qui perd des habitants quand la tendance est au fait que toutes les autres métropoles gagnent des habitants. Donc à un moment, il y a une forme de déclassement de Paris et des Parisiens. Donc il faut tout changer. D'abord sur la façon de gouverner, ensuite sur les priorités et sur les objectifs à atteindre. Il faut tout changer littéralement. Demain, avec Pierre Licia, la mairie serait propre ? En tout cas, c'est la première des responsabilités d'un maire. L'entretien de la voirie, la salubrité publique et la sécurité. Alors, sécurité, on met de côté parce que les compétences à Paris sont partagées avec les préfectures. La voirie, la salubrité publique, c'est la première compétence d'un maire. Aujourd'hui, la maire de Paris n'est pas capable, malgré le demi-milliard chaque année englouti dans la propreté, elle n'est pas capable de tenir sa voirie et sa propreté. Elle n'en est pas capable. Donc moi, je vous pose une question très simple, à la fois à toi et à ceux qui nous écoutent. Comment peut-on prétendre diriger la France et gérer un pays lorsqu'on n'est pas capable de gérer sa voirie ? Première compétence d'un maire. Est-ce que demain, Pierre Licia en responsabilité à Paris, tu fermerais une voie du périphérique comme c'est le projet de Madame Hidalgo ? Tu me poses la question, mais en réalité, tu connais la réponse. Je suis pas contre les restrictions de circulation. Je suis pas contre la piétonisation d'une artère, je suis pas contre la piétonisation d'un quartier, je suis pas contre la réduction de l'espace de la voiture dans l'espace public. Je suis moi-même parisien et cycliste. Donc, si tu veux, je suis pas dans un combat frontal et idéologique contre la voiture. Effectivement, on aimerait tous vivre avec des vélos, des mobilités douces et un cadre de vie agréable. Le problème, c'est sur la méthode. Dès lors que tu imposes une restriction soudaine, brutale, sans aucune concertation, sans aucune anticipation, sans aucune étude d'impact,
une restriction brutale de la circulation, tu congestionnes ta ville, ta région. Et le problème, il est là, c'est qu'à défaut de lutter contre la pollution, Anne Hidalgo la déplace, la pollution. Et c'est pas une question simplement c'est pas une question qui importe la banlieue, c'est une question qui importe tous les Parisiens. Moi, j'habite un arrondissement périphérique, mais autant te dire que lorsque les voies sur berge sont fermées à la circulation, lorsqu'on envisage la piétonisation du centre de Paris, le report de circulation, puisqu'il n'est pas accompagné, puisqu'il n'est pas préparé, puisqu'il n'est pas anticipé, il se fait chez moi. Et donc l'augmentation des nuisances atmosphériques, sonores, du stress au quotidien, il est chez moi et a fortiori en banlieue. Et donc ça, c'est pas acceptable. Encore une fois, on peut pas gérer Paris comme si on était seul sur une île, ou en tout cas dans une forteresse assiégée. Qu'est-ce que tu penses, et à ton avis, quelle serait la réponse des Franciliens si on leur pose la question demain, faut-il fermer ou non une voie sur le périphérique? Mais si on peut se permettre de fermer une voie sur le périphérique, pourquoi pas? Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure de dire, si demain on ferme une voie sur le périphérique, ça ne causera pas de nuisance pour des millions de Franciliens, et pas seulement les automobilistes, les riverains également? Aujourd'hui, non, la réponse est non. Si demain on m'explique, on me fait la démonstration que c'est possible, étudions la question. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc il faut pas être idéologue sur ces questions-là. Encore une fois, le périphérique, c'est un axe de circulation stratégique majeur en Île-de-France. C'est un axe qui appartient de facto à la ville de Paris, sur le territoire de la ville de Paris. Mais c'est un axe qui est emprunté d'abord par les Franciliens, plus que par les Parisiens. On ne peut pas, aujourd'hui, imposer une restriction de circulation qui va impacter des millions de Franciliens sans les concerter, sans les consulter, au motif finalement qu'ils ne sont pas électeurs chez vous. À un moment, surtout quand on a une ambition présidentielle, on ne peut pas systématiquement monter les uns contre les autres, monter les automobilistes contre les piétons, eux-mêmes monter contre les cyclistes et les trottinettes. On ne peut pas monter les uns contre les autres, les Parisiens des banlieusards, la petite couronne, la grande couronne. On ne peut pas monter les Parisiens de l'extrême centre, de l'hypercentre, avec les Parisiens des quartiers populaires et du nord-est parisien. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça clive, ça divise, ça fracture. Et encore une fois, cette région Île-de-France, elle est déjà très largement fracturée. Elle n'a pas besoin, en plus, d'avoir en son cœur un pouvoir qui va encore plus accentuer ces fractures. C'est pas possible. On ne peut pas se dire socialiste et accepter de renvoyer les nuisances, les pollutions, l'insécurité vers les autres. On ne peut pas être socialiste et accepter de faire peser le poids de toutes les nuisances à des quartiers populaires, à des gens qui sont en grande précarité. À certains moments, et de plus en plus, j'ai le sentiment d'être bien plus social que les socialistes. Pierre, dis-nous, quand est-ce que tu as rencontré Valérie Pécresse? Est-ce que tu te souviens de ta première rencontre avec Valérie Pécresse? Je me souviens de ma première rencontre avec Valérie Pécresse. C'était juste après les élections municipales de 2014. Je venais d'être élu dans le 18e arrondissement. Et il se trouve que, à l'époque, Valérie était députée. Elle avait un collaborateur à l'époque, qui marquera pas l'histoire. Un certain Vincent Jeanbrun, qui, plein de talent, a arraché une mairie du Val-de-Marne à la gauche, et qui, du jour au lendemain, est devenu maire de sa ville. Et Valérie, du coup, m'a proposé, juste après les municipales, m'a proposé de monter dans le bateau de la Pécressie. Et donc j'ai accepté sans savoir vraiment où ça allait me mener. Et aujourd'hui, je suis plus que fier du chemin parcouru, à la fois pour elle, bien évidemment, mais fier de l'avoir accompagnée dans ses combats à la région, et puis d'avoir fait mon petit bout de chemin dans le 18e et plus largement à Paris. On connaît bien le Pierre Licia médiatique, celui des plateaux télé, tu as même été dans l'émission de Thierry Ardisson. On connaît peut-être moins le Pierre Licia, l'homme. Tu as la trentaine aujourd'hui, tu es père de famille, d'une petite princesse, tu es d'origine corse. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire qu'on aurait envie de savoir sur Pierre Licia?
Comment t'occupes tes dimanches après-midi quand tu fais pas de politique? L'entretien de la moustache, ça prend beaucoup de temps. Alors ça, tu me demandes, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que c'est une vraie moustache? J'aurais presque envie de tirer dessus devant la caméra pour être sûr. Parce qu'elle est tellement parfaite, et moi je la vois de près là en plus, qu'on a envie de se dire mais combien d'heures tu passes pour faire ça? On va vraiment partir sur un tuto make-up là? On part sur un tuto make-up, je te confirme. Alors pour avoir une moustache bien entretenue, vous rasez partout jusqu'à la commissure des lèvres. Très bien. Vous laissez un peu plus de longueur sur les côtés pour avoir un peu de mouvement. Okay. Vous, et ça c'est hyper important, vous épilez pour tailler la moustache au-dessus. Là. Là tu épiles là. Tu coupes en dessous, tu épiles au-dessus. Ouais, putain. Douloureux. Eh ouais, mais sinon tu ressembles à José Garcia. On a un mandat de 6 ans là devant nous. Qu'est-ce que Pierre Lissiat va apporter à la région Île-de-France en 6 ans? J'allais dire à la fois ma détermination, parce que 6 ans, c'est un beau mandat, mais c'est long. On a souvent vu des élus régionaux finalement se lasser de leur mandat, petit à petit délaisser le mandat régional. Moi je trouve que quand on a la chance d'être élu, c'est une charge qu'on doit accepter pleinement jusqu'au bout. Et donc cette détermination, cette endurance même, je pense l'avoir démontré sur les 6 années de mandat lorsque j'étais conseiller d'arrondissement, où je n'ai rien lâché du début du mandat à la fin du mandat, où j'étais constamment sur le terrain, constamment impliqué sur les dossiers, constamment là quand il fallait prendre des coups malheureusement, mais quand il fallait aussi en donner, parce qu'il y a des principes à rappeler, il y a des réalités aussi à rappeler, il y a des élus à interpeller, et puis on est là par la volonté, j'allais dire, du peuple, en tout cas des électeurs, et à un moment, on n'est pas là pour se servir, on n'est pas là pour soi, et vraiment quand on habite, quand on vit un quotidien, une réalité comme celle que je vis, je trouverais ça déplacé de ne pas mettre toute mon énergie dans ce mandat-là qu'on m'a confié, justement pour servir, j'allais dire un idéal, mais tout du moins l'amélioration concrète de notre quotidien. On est un certain nombre à penser que toi, tu as un peu décoiffé les codes en politique. Tu as fait un buzz gigantesque avec une vidéo où tu interpellais Anne Hidalgo, notamment sur la situation dans ton arrondissement, la fameuse porte de la chapelle, la porte de l'enfer, on s'en souvient encore. Tu crois qu'on peut faire vraiment de la politique autrement aujourd'hui? Est-ce que la façon dont tu fais de la politique, c'est ce qui va permettre d'attirer à nouveau les électeurs, les intéresser à nouveau? Est-ce qu'il faut changer les codes, il faut dépoussiérer la politique? C'est une vaste question. En réalité, faire de la politique, ça ne veut rien dire. Est-ce que tu fais encore de la politique à la papa? J'essaie pas de me travestir en homme politique. Et j'essaie pas non plus de surjouer le côté décalé. Dire, le propre de l'engagement politique, c'est venez comme vous êtes. C'est vous êtes syndicaliste, vous êtes étudiant, vous êtes salarié, vous êtes chômeur. Vous pouvez vous engager dans le débat public. Moi, je suis comme je suis. J'ai envie de me saisir de certains sujets, je le fais, j'ai pas besoin, et j'ai pas eu envie d'essayer de mettre la veste, même si je l'ai aujourd'hui, la cravate, et essayer de jouer le politique, ou politique à la papa. Il y a un moment, on est ce qu'on est, quoi. Et le propre du politique, c'est ça, c'est qu'on a des citoyens qui ont envie de s'engager pour ça. On a des citoyens, mais on a aussi des internautes. C'est-à-dire que finalement, il y a quelques années encore, on faisait de la politique dans des salles, en physique. Tu es certainement dans le groupe celui qui a le plus de followers. Par exemple, sur Twitter, je crois que tu es pas loin de 40 000 followers, ce qui est gigantesque. Est-ce que ça change pas, ça aussi, la façon de faire de la politique, et notamment le rapport aux citoyens? Parce qu'on communique pas sur Twitter comme on communique avec une dizaine de personnes dans une salle. Il y a une proximité que donnent les réseaux sociaux qu'on n'avait pas il y a quelques années, c'est évident. Il y a des codes aussi sur les réseaux sociaux qui sont un peu différents d'autres cénacles. Mais en soi, les réseaux sociaux, c'est simplement ni plus ni moins qu'une extension du débat public, mais de façon virtuelle et dématérialisée. Mais lorsque... C'est un peu plus brutal aussi, non ? Mais la brutalité qu'il y a sur Twitter et sur les réseaux sociaux, c'est la même qu'il y a dans la rue. Sauf que... dans l'hémicycle. Ou dans l'hémicycle. Sauf que, effectivement, lorsque tu es sur ton marché, quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec toi, il va pas venir te le cracher en pleine figure. Quoique j'imagine que ça peut arriver. Est-ce que tu penses que tu peux faire de la politique sans les réseaux sociaux aujourd'hui ?
Tu disais le monde a changé, est-ce que ça c'est devenu impossible aujourd'hui? Les réseaux sociaux sont un média, dans le sens où c'est un moyen, un canal de communication. Mon activité sur les réseaux sociaux, elle n'est que la transcription de mon activité, de mon action sur le terrain. Moi, j'ai pas délaissé le terrain, bien au contraire. Plus je suis puissant sur les réseaux sociaux, entre guillemets, plus je m'implique sur le terrain. Ça n'aurait aucun sens de n'être que dans le faire savoir, sans privilégier, j'allais dire, le savoir-faire, en tout cas le faire. C'est un peu notre marque de fabrique, n'est-ce pas? Avec Valérie Pécresse et au sein du groupe. On est ancré sur nos territoires, dans nos villes, au milieu avec nos administrés, ou en tout cas avec les habitants. Je considère pas avoir des administrés, mais voilà, sur le terrain. Cette action-là, on ne fait que la mettre en lumière, que l'expliciter sur les réseaux sociaux. Quand je m'engage comme ça sur les réseaux sociaux contre des décisions de la ville de Paris, quand je rédige des tribunes, quand je me rends à des manifestations, quand je rencontre des riverains, j'y mets mon énergie, j'y consacre mon temps. C'est pas que du tweet. La politique, c'est pas du tweet. Ça me fait plaisir de t'entendre dire ça, parce qu'effectivement, je suis convaincu que ça ne suffirait pas. Mais j'ai le sentiment aussi que c'est nécessaire maintenant les réseaux sociaux, et t'es un peu l'expert du groupe sur ces sujets-là. T'es aussi un expert en écriture, tu le disais à l'instant. Je citais ton livre La Honte, qui concerne notamment Paris. Prochain ouvrage sur l'établi, tu travailles à un prochain bouquin? Non, je veux pas de... Beaucoup me poussent à faire le tome 2, bah oui. Mais en fait j'ai dans l'idée que le tome 1, le premier bouquin, La Honte, est encore tellement cruellement d'actualité. D'ailleurs, à la faveur de Saccage Paris, il y a beaucoup de personnes qui se sont mis à l'acheter et à le lire, et qui m'ont dit effectivement, bien que le livre ait 2 ans, sorti en octobre 2019, il est encore terriblement d'actualité. Donc pas de deuxième ouvrage sur l'établi pour le moment, mais si je devais en écrire un, je pense que je changerais totalement de registre. Je me lancerai dans l'écriture d'un roman. Ah ouais. Un roman ou un récit, enfin, une fiction. Hâte de lire ça. Une fiction peut-être inspirée de faits réels. Merci Pierre, merci beaucoup pour cet entretien. On termine toutes ces petites émissions par un mot direct, face caméra, à celles et ceux qui nous suivent. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ceux qui suivent les entretiens du groupe Île-de-France Rassemblée? Où que vous soyez, qui que vous soyez, j'ai envie de vous dire, engagez-vous. Franchement, on a les politiques qu'on mérite. Si vous n'êtes pas content de vos élus, si vous n'êtes pas content de votre classe politique, si vous considérez que les politiques donnent une mauvaise image de ce que devrait être le débat public, ne restez pas dans votre canapé à ronchonner, mais engagez-vous, quel que soit le parti, l'association, la cause, engagez-vous. On ne manque pas de cause aujourd'hui pour s'engager. Donc franchement, c'est ça aussi la beauté de l'engagement politique, c'est ça la beauté du combat politique, et c'est passionnant. Et on essaiera, Vincent, comme moi, comme d'autres élus, si jamais vous faites le choix de nous rejoindre, de vous porter, de vous stimuler et de faire en sorte que ce soit une magnifique aventure collective. Merci beaucoup Pierre. Merci à vous et à très bientôt pour un nouvel entretien de 102 élus Inside.